L'idée d'un mandat impératif, vous savez, où les élus doivent de suivre des consignes, a été un sujet important et souvent délicat dans le fonctionnement du gouvernement camerounais. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'un élu doit faire exactement ce que ses électeurs, ou plus généralement, son parti politique, lui disent de faire. Si cet élu ne respecte pas la ligne du parti, ou s'il est exclu du parti, il perdrait son mandat électif. C'est comme ça que fonctionne un mandat impératif strict. Bon, c'est complètement différent de ce qu'on appelle un mandat représentatif. Là, un élu est censé représenter le pays tout entier. Il peut agir en son âme et conscience, une fois en poste, et il n'a pas à recevoir d'ordre direct de ses électeurs ou de son parti. Comprendre cette différence, c'est super important pour saisir comment les gens sont représentés en démocratie et devant qui les élus sont responsables. Si on regarde en arrière, le Cameroun, pendant très longtemps, a pratiquement fonctionné avec ce système de mandat impératif en pratique, même si ce n'était pas toujours la règle officielle. Alors, de 1966 jusqu'au début des années 1990, le pays a essentiellement connu un grand parti politique unique au pouvoir. D'abord, c'était l'Union nationale camerounaise, ou UNC. Puis, plus tard, ce fut le parti qui lui a succédé, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou RDPC. Dans un tel système, respecter la discipline du parti était primordial. L'idée qu'un élu puisse agir de manière autonome, indépendamment du parti qu'il avait fait élire, c'était quasiment impensable. C'était comme si le parti c'était l'État, et l'État c'était le parti. Il n'y avait pas beaucoup de place pour des opinions politiques divergentes de la ligne du parti. Cela a créé un contrôle politique très strict. Puis, au début des années 1990, les choses ont commencé à changer. De nouvelles lois ont permis plus de liberté, et soudain, il n'y avait plus un seul parti politique. Ça a commencé à bousculer ce vieux système bien ancré. Avec l'émergence de plus en plus de partis qui se disputèrent le pouvoir, les gens ont commencé à se poser de nouvelles questions. Ils se sont interrogés sur les fondements des relations entre un élu, son parti et les électeurs. Cette vieille idée du mandat impératif, qui venait en fait de l'époque du parti unique, a commencé à sembler incompatible avec le fonctionnement d'une démocratie multipartite. Cette période de transition a été marquée par de grands débats. On repensait les lois fondamentales et les règles politiques du pays. On essayait de s'adapter à cette nouvelle donne avec de nombreux partis en compétition. Et cela signifiait vraiment que les élus avaient besoin de plus de liberté pour prendre leurs propres décisions. Donc, tout ce débat sur le mandat impératif, ce n'est pas juste une discussion juridique complexe et sophistiquée. Non, ça touche au cœur même de l'évolution et de la transformation de la démocratie au Cameroun. Ça nous amène à poser de très grandes questions. Par exemple, quelle marge de manœuvre les élus devraient-ils réellement avoir? Quel pouvoir les partis politiques devraient-ils détenir? Et qui leur confère réellement la légitimité du pouvoir? Le pouvoir ultime réside-t-il uniquement entre les mains des dirigeants et de l'appareil du parti? Ou appartient-il au peuple qui fait confiance aux personnes qui l'élient pour agir au mieux des intérêts de la nation entière? Cette controverse, qui perdure, surtout lorsqu'elle implique des personnalités politiques connues, montre bien qu'il existe encore de profondes divergences. Les gens ont des visions différentes de ce à quoi la politique du pays devrait ressembler à l'avenir. Cela met vraiment en lumière la lutte continue pour définir le sens véritable des idéaux démocratiques. Un moment vraiment crucial dans toute cette histoire, ça a été la révision de la Constitution le 18 janvier 1996. Cette importante réforme de la loi fondamentale du Cameroun a introduit des changements significatifs et l'objectif était vraiment de moderniser la vie politique du pays et de la rapprocher des pratiques démocratiques observées dans les pays multipartites. L'un des aspects les plus importants de cette réforme, c'est la manière dont elle a abordé directement cette question du mandat. L'article 15, alinéa 3, de la Constitution de 1996 énonce très clairement « Tout mandat impératif est nul », ce qui signifie que tout mandat impératif est nul et de nul effet, ou pour dire les choses simplement, il est interdit et n'a aucune valeur juridique. Cette nouvelle disposition visait explicitement à rompre avec les pratiques antérieures et à consacrer sans ambiguïté le principe du mandat représentatif dans l'ordre juridique camerounais. Cela a renforcé le pouvoir des élus. Ce passage au mandat représentatif, inscrit dans la loi fondamentale, a radicalement transformé la conception du rôle de l'élu. Ils n'étaient plus censés être de simples porte-parole de leur parti ou d'un groupe d'électeurs spécifiques, tenus par des instructions rigides. Au contraire,
Ils devaient représenter l'ensemble du peuple camerounais. On attendait d'eux qu'ils délibèrent et votent en leur âme et conscience en fonction de ce qu'ils estimaient juste et dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette réforme visait à favoriser l'indépendance des parlementaires et des autres élus, ce qui renforcerait le pouvoir législatif, lui permettant ainsi de contrôler et d'équilibrer le pouvoir exécutif. Elle devait aussi conduire à des débats démocratiques plus riches et plus robustes sur la gestion du pays, favorisant l'expression du pluralisme politique. Les professeurs Jean-Calvin Abaha Oyono et Moïse Timchweng ont été des voix importantes pour expliquer la portée de cette réforme constitutionnelle, notamment dans les débats actuels. Ils affirment avec force que la Constitution de 1996 a banni le concept de mandat impératif de l'ordre juridique camerounais. Le professeur Abaha Oyono, par exemple, souligne la hiérarchie des normes. Il rappelle que la Constitution est la loi suprême et qu'elle prime sur les lois organiques et ordinaires, y compris le code électoral. Il s'appuie sur l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution. Selon cet article, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants élus. Ceci conforte l'idée que les élus tirent leur mandat du peuple tout entier, et non de leur parti politique. Leur position contredit les thèses qui tentent de réintroduire des éléments du mandat impératif, généralement via certaines dispositions du code électoral. Les professeurs soutiennent que toute disposition de ce type, qui lierait un élu à son parti, au point de lui faire perdre son mandat en cas de démission ou d'exclusion du parti, ou toute règle qui empêcherait une candidature en raison de l'appartenance passée à un parti, d'une manière qui rappellerait l'ancien mandat impératif, serait contraire à la Constitution. Ils soutiennent que l'esprit et la lettre de la réforme de 1996 visaient précisément à affranchir les élus de telles contraintes, pour créer un environnement politique plus dynamique et réactif, où la conscience individuelle et l'intérêt national pourraient prévaloir sur les diktats partisans stricts. Mais bien que la Constitution de 1996 ait posé les choses clairement, cela n'a pas mis fin au débat. La discussion a véritablement repris de plus belle, notamment sur la question de l'éligibilité de Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ou MRC, à l'élection présidentielle. Différents courants de pensée, souvent associés à des personnalités comme le professeur Mathias Eric Owona et Lousson et Somba, prônent une application stricte de certaines dispositions du code électoral. Certains estiment que ces lois impliquent un contrôle important des partis sur les candidatures. Ces discussions portent généralement sur les modalités de désignation des candidats et le rôle des partis politiques dans le processus électoral. Cela suggère une vision où les partis sont perçus comme le principal vecteur de participation à la vie politique. Un point central des controverses est l'article 121, alinéa 2, du Code électoral camerounais. Cet article stipule que pour qu'un parti politique puisse présenter un candidat à une élection présidentielle, il doit disposer de représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les conseils régionaux ou municipaux. Le parti MRC de Maurice Kamto a choisi de ne pas participer aux élections législatives et municipales de 2020. De ce fait, le parti ne dispose actuellement d'aucun élu au sein de ces instances. En conséquence, certaines voix, comme celle d'Aimé Robert Bihina, directeur de l'information à la CRTV, ont affirmé publiquement pas plus tard que le 20 mai 2025 qu'une lecture stricte de cet article empêcherait le MRC de présenter un candidat à la présidentielle de 2025. Selon eux, la liste des partis éligibles est close jusqu'aux prochaines élections locales. Les professeurs Abaha Oyono et Timchweng expriment un désaccord. Ils soutiennent qu'une telle interprétation de l'article 121, alinéa 2, crée en réalité un obstacle anticonstitutionnel. C'est comme exiger d'avoir des élus de son parti en fonction pour ne serait-ce que tenter de se présenter à la présidentielle. Ils argumentent que le droit fondamental de se porter candidat, notamment à l'élection présidentielle, ne devrait pas être subordonné à des victoires électorales préalables à des scrutins de moindre importance. Surtout si cela entrave de manière disproportionnée la participation politique ou contrevient au principe du mandat représentatif. Leur thèse est que la suprématie des droits constitutionnels doit prévaloir sur les dispositions du code électoral, surtout si celles-ci semblent viser à restreindre le pluralisme politique ou à cibler de manière inéquitable des figures de l'opposition. De plus, des précédents dans l'histoire politique camerounaise semblent indiquer que cette orthodoxie de la discipline de parti n'a pas toujours été rigoureusement appliquée. Des personnalités comme Albert Zongang, démissionnaire du RDPC, parti au pouvoir en 1997,
ainsi que d'autres comme Ayatollah Bin et Aoudou Mbaya, ont tous pu conserver leur mandat parlementaire même après avoir quitté ou avoir été exclus de leur formation politique d'origine. Ces cas sont souvent invoqués pour illustrer que, dans la pratique, le principe du mandat représentatif a prévalu, leur permettant de conserver leur siège en dépit d'une rupture post-électorale avec leur parti. Cette historique jurisprudentielle fragilise l'argument d'une dépendance absolue de l'avenir politique d'un individu aux desiderata ou aux performances de son parti, surtout s'agissant de la participation à de nouvelles échéances électorales distinctes. Pour beaucoup, comme le professeur Abba Oyono, toute cette histoire n'est pas qu'une simple dispute sur des textes de loi. Ils pensent que ça cache en réalité des enjeux politiques actuels et des calculs en vue des prochaines élections. Certains disent que ces histoires d'interprétation stricte du code électoral, c'est fait exprès. L'idée, selon eux, c'est de mettre des bâtons dans les roues à des leaders de l'opposition importants, comme Maurice Kamto, qui est vu par beaucoup comme un adversaire de taille. D'autres ne sont pas d'accord et pensent que ces débats juridiques, un peu complexes, servent surtout à cacher les vraies raisons politiques. Pour eux, le but, c'est de limiter le nombre de candidats à la présidentielle de 2025. C'est un classique quand la politique devient très tendue. L'intervention d'Aimé Robert Bihina de la CRTV, le 20 mai 2025, pendant la fête nationale, a bien montré la position officielle du gouvernement. Et cette position, c'est que seuls les partis qui ont déjà des élus peuvent présenter des candidats à la présidentielle. Bihina a bien insisté sur le fait que la liste des candidats est quasiment bouclée. Il a même ajouté que vouloir changer ça avant les prochaines élections municipales de 2026, ce serait de la jonglerie politique, de la magouille politicienne quoi. Ça conforte l'idée que le pouvoir ne compte pas changer d'avis là-dessus. Cette position met le MRC et Kamto dans une situation très compliquée. Ça les oblige soit à trouver une parade juridique, soit à soutenir que cette règle électorale est contraire à la Constitution, soit à faire alliance avec des partis qui ont déjà des élus. Et franchement, chaque option est un vrai casse-tête, avec aucune garantie de succès. Tout ce débat met en lumière un problème plus profond dans le système politique camerounais. D'un côté, on prône une démocratie ouverte, où tout le monde peut s'exprimer, mais de l'autre, il y a ces vieilles habitudes et ces systèmes qui ont l'air de toujours avantager ceux qui sont déjà en place et d'empêcher une vraie compétition politique, juste et équitable. On souhaite s'en tenir à l'esprit des réformes constitutionnelles de 1996. Ces réformes, c'était pour ouvrir le jeu démocratique et le rendre plus équitable. Mais ça coince avec certaines interprétations de la loi et des règlements, que beaucoup voient comme des manœuvres pour que rien ne change. Le professeur Abba Oyono va jusqu'à citer un vieil adage de droit. Nemo auditur, suam propriam, turpitudinem, allegam. En gros, ça veut dire « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », ou plus simplement, on ne peut pas tirer avantage de ses propres erreurs ou mauvaises actions. Ce qu'il veut dire, c'est que l'État ne devrait pas pouvoir profiter de lois floues qu'il aurait lui-même mises en place ou laissées en l'état. Au bout du compte, la façon dont on va régler cette dispute, celle qui porte sur cette règle stricte et sur l'article 121, alinéa 2, du Code électoral. Eh bien, ça va vraiment déterminer la direction que prendra la démocratie au Cameroun. Ça montrera à quel point les juges sont réellement indépendants, si la Constitution est vraiment respectée, et si les politiques sont prêts à jouer le jeu de l'équité et à organiser des élections ouvertes à tous. Alors que les élections de 2025 approchent, la façon dont on va gérer ces questions de droit et de politique, ça va vraiment peser sur la confiance des gens dans les résultats. Ça va aussi dessiner le futur de la participation et de la compétition politique. C'est ça qui dira si le pays s'ouvre davantage, ou si ce sont toujours les mêmes qui gardent le pouvoir.